On l'a refait. Salut les citoyens, on se retrouve toujours en direct du Salon des maires de France et je suis cette fois avec Stéphanie Rivoal. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Vous êtes donc candidate à l'élection présidentielle 2022. C'est pas mal. C'est pas mal. Vous l'avez annoncé ce matin. Personne ne me connaît, mais pour là, c'est une annonce toute fraîche de ce matin. De ce matin. Alors, avant d'expliquer pourquoi vous êtes candidate, là je pianote sur mon téléphone en même temps pour avoir le live et avoir vos questions. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous poser vos questions. Moi, je les prends et les partage. On va parler un peu de votre parcours. Allez, on y va. Vous venez d'où? Alors, je suis née dans le 93 à Montreuil. D'accord. Moi, je suis une fille de la Seine-Saint-Denis, de parents bretons. Ok. Ma mère prof et mon père policier. D'accord. C'est déjà d'où je viens. Et puis, ma mère m'a bien poussée dans les études, c'était très important pour elle. Et je me suis retrouvée du 93 en plein 6e arrondissement de Paris. Ça a été un petit peu un choc culturel. Je prenais le RERB tous les jours pour me retrouver dans un autre milieu. On ne s'habillait pas pareil, on ne parlait pas pareil, mais bon, je sais m'adapter. Peut-être que c'est ça mon côté un peu caméléon maintenant, je m'adapte dans les milieux. Et puis je suis arrivée à Louis-le-Grand parce que je travaillais bien à l'école. J'ai passé un bac, ensuite j'ai fait une classe préparatoire, j'ai fait une grande école de commerce. J'étais vraiment j'en ai refait encore quelques années, en tout 10 ans. Et puis la grosse crise, on va dire, existentielle, personnelle, dans la mise en cause, qu'est-ce que je fais là, pourquoi, etc. Et là, j'ai tout arrêté. Une petite parenthèse pour ceux qui ne sont pas familiers, la banque d'affaires, elle fait quoi la banque d'affaires? Alors, tout le monde en fait quand même tout un fantasme, parce que c'est le loup de Wall Street, ou tous ces films, etc. Donc oui, effectivement, c'est une grande salle, il faut avouer, avec plein d'écrans, on est au téléphone et tout, ça c'est vrai. Moi, j'étais sur un segment où le but était de financer l'économie réelle. C'est le segment que doit faire la banque d'affaires et qui font de moins en moins. Il y a tout le volet spéculatif qui a un peu pris le dessus. Donc c'est en fait, on est là pour faire en sorte que l'argent qui existe dans tous les coins du monde puisse financer des entreprises alors que ces gens-là ne se connaissent pas. La banque d'affaires, c'est comme une plateforme où peuvent se rencontrer des financeurs et des entreprises qui ont besoin d'argent. Les marchés financiers, c'est ça. Quand on achète une action, eh bien en fait, on est un investisseur qui, sans connaître le directeur général ou le créateur de la société, investit dans une société en achetant une action. Donc les marchés, c'est ça. J'étais sur les marchés.
C'est, pour le dire autrement, quand vous êtes une start-up et que vous voulez faire une levée de fonds, faites appel à une banque d'affaires qui va monter votre business plan, votre pitch deck et aller le présenter aux investisseurs. Ça peut être ça. Et quand on est une grosse start-up et qu'on se lance en bourse, on fait ce qu'on appelle une IPO et là, on devient coté, etc. C'est ça, ce monde-là. Et à Londres, il y a énormément de banques. Donc, on s'abrasse beaucoup d'argent. 10 ans. 10 ans. 10 ans de banque d'affaires. 10 ans, puis on se dit, je suis dans le milieu qui brasse de l'argent, qui vont faire de l'argent, dans le monde de l'argent. Où est la connexion avec la vie des gens? Et donc là, je change du tout au tout. Je pars en mission humanitaire au Soudan, au Darfour, qui est en guerre. C'est le moment du tsunami, si on se souvient de cette période-là. Et donc, je postule pour partir en mission humanitaire. Je trouvais ça très gratifiant, j'avais très envie de ça. Et puis en fait, je me suis rendu compte que l'humanitaire, c'est un métier très spécifique. Il y a des infirmiers, des hydrauliciens, des agronomes et des financiers aussi. Donc j'ai postulé pour faire ça. Et je me suis retrouvée en plein milieu d'une zone désertique avec un niveau de développement extrêmement faible. Et je me suis confrontée à des réalités très dures. Mais j'ai envie de dire, c'était une expérience l'une des plus extraordinaires que j'ai pu vivre. Tout ça, on le voit à la télé, ou on lit ça dans les journaux, sur les réseaux sociaux. Mais quand on y est, en fait, j'ai été ensuite dans la guerre, c'est passé entre le Liban et Israël un an plus tard, les bombardements, etc. Quand on y est, en fait, on dédramatise. Parce que les gens qui sont là sont pleins de vie et la vie prend le dessus sur l'extrême ou dénouement ou insécurité dans laquelle on se trouve. Une grande expérience de vie. Avec Action contre la faim. Et après, je reviens, je m'investis dans cette association que j'admire énormément. Et puis, je veux faire des enfants, donc je reste plutôt en France. Et je deviens présidente d'Action contre la faim. Donc j'ai... belle ascension. Oui. Et je découpe bizarrement l'associatif français et la politique. Parce que dans l'associatif français, quand on va être élu, c'est un peu comme aujourd'hui pour l'élection de l'AMF et de son président. En fait, il y a des campagnes électorales associatives pour être élu, au conseil d'administration et ensuite président. Je découvre un peu ça. Je suis toujours quelqu'un qui veut changer les choses de l'intérieur. J'aime bien être dedans pour changer les choses. Et donc au début, j'étais plutôt avec les conservateurs et puis les révolutionnaires sont venus voir en disant « Mais non, mais Stéphanie, il faut qu'on change l'humanitaire français. » Je dis « Ah bon, il faut le changer vraiment ?» Ils m'ont beaucoup parlé. Puis après, du coup, j'étais une sorte de cheval de Troie. Et sur limite un malentendu, j'ai été élue présidente et je suis restée présidente 3 ans. Grande fierté d'avoir pu présider cette belle ONG. D'accord. Et ensuite, on est en... J'ai fréquenté des diplomates par le centre de crise. Je finissais ma présidence et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour avoir de l'impact, du sens. Et on m'a proposé de partir comme ambassadrice de France en Ouganda. Et comment on arrive à... On propose de devenir ambassadrice? Parce que sinon, moi, les gens qui sont là vont dire il faut faire comment? Faut faire comment? Franchement, c'est assez étonnant, mais je connaissais quelqu'un qui était ambassadeur. Je lui ai dit qu'est-ce que je peux faire? Il m'a dit pourquoi pas. Et il y a des quotas de femmes. Je sais très bien que je suis rentrée là aussi au bénéfice de ça. Et bon, je connais, j'avais quelque chose à apporter, je n'étais pas non plus qu'une femme. J'étais une femme avec un certain nombre de compétences, sinon n'importe quelle femme aurait pu faire. Bon, il faut connaître quelqu'un, c'est sûr. Puis après, j'ai rencontré les personnes de l'écosystème de la diplomatie française, le secrétaire général du Quai d'Orsay, des membres du cabinet du ministre. Moi, je découvre un monde que je ne connaissais pas du tout. Et en fait, ils se sont dit, voilà un profil de femme intéressant. On va lui proposer, mais c'est extrêmement rare. Mais en fait, personne ne demande non plus. Donc peut-être que s'il y avait... Là, ils cherchent en ce moment, par exemple, je sais que le Quai d'Orsay ont envie d'avoir des profils, mais c'est vrai, des profils de l'extérieur. C'est une volonté du président, un peu l'américaine. Il n'y a aucune condition de diplôme pour occuper un poste d'ambassadeur? Alors, pour tous les autres postes des postes de la diplomatie, oui, mais ambassadeur, non. Ambassadeur, c'est nommé sur décision gouvernementale. C'est incroyable. Oui. Le président, sur suggestion du ministre des Affaires étrangères, peut présenter, j'ai envie de dire n'importe qui, la preuve, à ce poste-là. D'accord. C'est un poste discrétionnaire complètement. Donc je suis partie là-bas et là je me suis dit bon, on va faire la diplomatie un peu autrement. Je ne vais pas faire que des notes, des réceptions, Ferrero Rocher, etc. Je me suis mis à faire des matchs de foot, de rugby, des concerts, des défilés de mode, des grands moments de géopolitique avec les étudiants à l'université. Enfin, j'ai fait de la diplomatie dehors. De quoi? Jet set. Alors, sur la mode peut-être, mais sur les universités, j'ai fait venir Pascal Boniface de l'IRIS et des chercheurs allemands, et on a fait un grand événement de géopolitique à Kampala, Ouganda, un truc les gens ne pensaient pas.
Donc j'ai fait des choses un peu différentes qui étaient au contact des gens. C'est un diplomate, il n'est pas fait pour rester dans sa tour d'ivoire, il est là pour aller comprendre les gens et aller au contact, vendre entre guillemets la France, la faire rayonner, vendre aussi les entreprises françaises, faire des liens avec les collectivités. On est au Salon des maires et nous on avait fait venir des gens de Strasbourg pour parler de la ville et de l'aménagement urbain. Donc c'est un métier franchement passionnant. Et je me suis tellement agitée dans tous les sens, je finis par être repérée en disant elle est un petit peu différente. Et donc on m'a proposé d'organiser le sommet Afrique-France qui devait se tenir à Bordeaux, qui a été annulé, mais dont le sujet était ville et territoire durable. C'était un sujet fabuleux et j'ai pu rencontrer plein de collectivités, d'entreprises françaises, africaines sur l'aménagement urbain durable. Ok. Annulé à cause du Covid? Annulé à cause du Covid. Donc c'est 2020? Terminé et il a été remplacé par le sommet de Montpellier qui s'est tenu il n'y a pas longtemps. Ok. Donc vous avez quitté votre poste d'ambassadrice Oui, parce qu'en fait, il montait un nouveau sommet qui n'était pas celui que j'avais en tête. Moi, je pense que les relations entre la France et l'Afrique devraient avoir une colonne vertébrale qui est le développement économique. Le développement économique, c'est ce que veulent les jeunes Africains, c'est ce que veulent les entreprises africaines en partenariat, c'est ce que veulent les dirigeants africains pour leur pays. Et nous, on est sur beaucoup d'autres sujets, les sujets militaires, les sujets de développement, les sujets culturels. Et sur les sujets économiques, on a des grosses sociétés françaises qui sont implantées, mais on n'est pas assez moteur là-dessus. Et je pense qu'on pourrait être beaucoup plus axé sur le développement économique. Et c'était ça qu'on voulait faire sur les domaines urbains. Le déchet, la mobilité, l'énergie, le logement. On a des super belles sociétés de toute taille qui sont capables de proposer des solutions. Et l'Afrique peut nous donner des solutions sur des logements qui sont plus efficaces du point de vue énergétique, la gestion des déchets, etc. Là-bas, il n'y a pas de moyens. Ils sont obligés de trouver des solutions pas chères. Et il y a des villes en France qui pourraient tout à fait s'inspirer de solutions peu coûteuses pour leur ville. Je crois que vous êtes assez critique du concept de Smart Cities, non? Oui, parce qu'en fait, c'est un peu comme... on se dit ça va tout résoudre. Je vais mettre des capteurs partout, que ce soit pour l'air, pour des routes intelligentes, etc. D'abord, il faut quand même voir que ça consomme de l'énergie et tout ce qui est électronique va consommer aussi des terres rares, etc. Donc il y a ce volet. Et puis deuxièmement, il y a des solutions plus classiques auxquelles on devrait penser en parallèle, au moins en parallèle. C'est-à-dire que nous, par exemple, on prend tous nos déchets, des fois on fait des efforts de tri. Normalement, ce qui est un peu dommage, ça repasse quelque part et c'est broyé ou c'est incinéré. Alors qu'en fait, il y a des recyclages de déchets au départ. Et même si on met de l'électronique partout, il faut que nos comportements changent, je pense. En même temps que le CD d'un compteur électrique intelligent, d'un compteur intelligent, ça n'empêche pas. Mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga, il ne faut pas se dire, c'est comme pour le changement climatique. Et on va faire des inventions de technologie pour résoudre ça. Alors il faut continuer à faire de la recherche, il faut quand même changer nos comportements de production, de consommation. Donc en fait, ça ne peut pas remplacer le bon sens et voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors du coup, l'idée de vous présenter à la présidentielle, ça arrive quand? Ça arrive au moment où je sors du Quai d'Orsay, je deviens administratrice de belles sociétés, Colas, Meridiam, dont je continue à être en prise directe avec les entreprises. Et puis j'écoute comme tout le monde la télé, je regarde les débats politiques qui deviennent de plus en plus faibles, intellectuellement en tous les cas, j'ai trouvé que c'était pas très bon. Et au bout d'un moment, je vois recycler toujours les mêmes solutions, avec toujours un peu aussi les mêmes gens. Donc on s'est dit, il y a quand même deux types de candidats un peu sur la table aujourd'hui. Il y a les candidats politiques de carrière ou technocrates, on va dire. Ceux-là, quand même, on les a déjà vus, ils ont déjà été aux responsabilités, aux affaires. Ils ont fait des écoles qui leur apprennent à gérer l'État. Comment peut-on attendre d'eux, franchement, qu'ils réforment l'État vraiment, qu'ils réforment l'agriculture, qu'ils réforment l'école complètement, qu'ils réforment la fonction publique complètement, l'hôpital, la police, etc., les services publics. On ne peut pas entendre ça d'eux. Ils n'en ont pas fait la démonstration dans leur carrière et puis ils n'ont pas été formés pour ça. Et puis on a les polémistes, les populistes qui tiennent des discours qui me font hérisser les poils sur la tête, etc. Mais qui font recette en ce moment. Et qui font recette en ce moment avec certains sujets qui sont des préoccupations des Français, bien évidemment, mais qu'ils instrumentalisent avec le populisme, qui est de donner une solution simple à un problème compliqué. Alors moi je me suis dit, qu'est-ce que je fais en tant que citoyenne? J'ai du temps, j'ai une certaine expérience et du coup j'ai réuni autour de moi des citoyens experts, des profs, des policiers, des entrepreneurs, des hauts fonctionnaires et on s'est dit ce serait quoi notre programme idéal?
sans populisme, en disant la vérité. On a 3 valeurs, la vérité, la cohérence et l'ambition. Par exemple, on peut dire la vérité sur le système scolaire français. Il date des années à peu près 50, c'est l'éducation de masse. On a des enfants au XXIe siècle, ils ne sont plus les mêmes. Ils ont accès aux écrans, il y a une crise de l'attention. Ils ont du mal vraiment à se concentrer sur des plages longues. Et peut-être qu'ils sont tellement bombardés d'informations qu'un enfant aujourd'hui, il faut l'équiper d'un esprit critique par exemple. Peut-être que c'est encore plus important aujourd'hui qu'avant. Peut-être qu'il faut lui donner aussi une formation qui le mène à l'emploi. Ça aujourd'hui, ce n'est pas tellement le cas. Et puis, il faut quand même peut-être le guider vers son bonheur, vers son épanouissement. Et je trouve que l'école aujourd'hui, j'ai 3 enfants, ne fonctionne pas pour remplir ces objectifs-là. Donc il faut le dire. Oui, elle fonctionne, effectivement, on se le disait avant de démarrer le live, elle fonctionne telle qu'elle fonctionnait quand on était nous-mêmes enfants. Et encore une fois, et comme à peu près tout fonctionne, comme fonctionnait la société avant le numérique, comme si le numérique n'avait pas tout profondément bouleversé. On est encore dans une logique qui consiste à intégrer des apprentissages restitués, et avec toujours cette folie de ne copie pas, entre guillemets, ne collabore pas en fait. C'est l'individualisme. Déjà, les enfants d'un même âge, on les met tous dans une même pièce et on leur donne des notes. Donc en fait, on a institutionnalisé la compétition entre les individus. Absolument. D'accord ? Ouais. Alors qu'il y a, prenons Céline Alvarez, qui a écrit un livre qui s'appelle Les lois naturelles de l'enfant. Elle a essayé de mélanger les âges. C'est pas du tout la première ni la seule, mais l'entraide vient. On pourrait faire des cycles de 3 ans où les enfants avec 3 âges différents, les grands et les petits sont habitués à être aidés, ils vont donc aider en retour. Et là, on crée une société de l'entraide, pas une société de la compétition. Donc il y a énormément de choses à faire. Nous, ce qu'on prend pour l'école, par exemple, mais aucun politique ne dira ça. Je vais vous dire pourquoi, c'est parce que se mettre à dos les profs ou risquer de se mettre à dos les profs, c'est radioactif en politique. Nous, on dit c'est pas le sujet. Les profs vont être d'accord avec nous. On va leur dire, construisons l'école du 21e siècle. Est-ce que c'est forcément se mettre les gens à dos que de signifier des problèmes qu'on constate tous? La question, et je pense que c'est aussi un peu la problématique de la politique, c'est que d'une façon générale aujourd'hui, on ne cherche que les causes au problème. On désigne systématiquement un responsable au problème. Ce qui fait que tour à tour, tout le monde est responsable. Le jeune, le fonctionnaire, l'étranger, le chef d'entreprise, le chômeur, etc. Et la solution, maintenant, ce qu'on voit à tous les programmes, c'est on va mettre de l'argent. Oui. On va mettre de l'argent dans l'hôpital, on va mettre de l'argent, on va mettre de l'argent. Nous, on dit, oui, bien sûr qu'il y aura des coûts à ces changements et qu'il faut revaloriser les salaires, bien évidemment, mais parlons d'abord de l'élève. Oui. Parlons d'abord du patient, parlons d'abord du citoyen à protéger et de la manière dont on le fait pour trouver des solutions. Et ensuite, le dispositif, il va coûter A, B, C et on mettra le budget derrière. Mais il faut commencer dans l'ordre. L'objectif à atteindre ensemble sur l'éducation, on voit ce qui se passe en Europe du Nord, au Québec, aux États-Unis, en Allemagne. Il y a plein de sources d'inspiration. Nous, on veut une école qui propose plusieurs pédagogies et que les parents, avec leurs enfants et les profs, puissent se dire pour mon enfant, le mieux, c'est une école numérique. Le mieux, c'est une école en marchant. Le mieux, c'est une école avec des niveaux. Le mieux, c'est une école traditionnelle. Le mieux, c'est l'école avec une spécialisation en art. Le mieux, c'est l'école que le matin. Il y a plein de choses qui sont sur la table, les autres pays peuvent nous inspirer. Et là, on aurait une offre, plus de carte scolaire, on aurait une offre de pédagogie. On emmène tous les élèves au même endroit, mais par différents chemins. Parce qu'on a tellement d'enfants. Moi, je ne me satisfais pas des 150 000 décrocheurs et on se dit, qu'est-ce qu'on va faire des 150 000 ? Nous, on dit, il n'y aura pas de décrocheurs. Parce que chaque enfant va pouvoir trouver sa temporalité, la pédagogie qui lui correspond. Bien sûr qu'on ne va pas faire du 100%, mais on peut vraiment, à mon avis, améliorer le niveau et le bien-être de nos enfants pour les emmener quelque part. C'est une énorme transformation quand même. Oui, mais tout est comme ça dans notre programme. Parce que c'est un énorme paquebot, l'éducation nationale, mais effectivement, vous avez raison. Si on s'arrête à l'idée de dire que tout est compliqué, on finira par Nous, c'est un programme à 10 ans là-dessus. Voilà. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant alors alors je sais pas si on peut parler de plaquettes, un petit de petits flyers. Voilà, c'est Agissons. Bon, c'est assez simple, c'est un seul mot, agissons. L'idée, c'est être dans l'action en proposant des solutions. Je suis quelqu'un de très pragmatique. Et à la question pourquoi se présenter à l'élection présidentielle quand on est un tout petit parti débutant, qu'on n'est pas connu, qu'on n'a pas d'argent, c'est parce que je ne connais pas d'autres moyens en France avec nos institutions pour faire passer des idées qui sont du niveau national. Un think tank va livrer des idées, elles vont être dépecées, elles vont être tournées dans tous les sens par les politiques qui ne fonctionnent pas du tout de cette manière-là. Donc nous, on s'est dit, bon allez, on y va, il faut incarnons, et pour proposer des idées qui vont vraiment au fond des choses.
Sur la sécurité au fond des choses, sur l'immigration, parlons plutôt d'intégration, parce que le vrai sujet, il est là. Plutôt que sur l'immigration, d'avoir cette fixette sur ce volume de personnes, alors qu'on a un volume bien plus grand de personnes qui sont peut-être issues de l'immigration et qui n'adhèrent plus aux valeurs républicaines. Absolument. Ça, c'est un vrai sujet, beaucoup plus complexe, je trouve. Et à chaque fois, on va essayer de mettre les vrais sujets sur la table et de trouver des solutions avec les citoyens. Alors, dans cette idée que moi j'aime beaucoup de philosophie, un gouvernement orienté vers les objectifs. Avec l'idée que chaque pôle comportera 4 ou 5 ministres et des secrétaires d'État autour justement de ces objectifs. Que vous allez définir à quel moment? Est-ce que c'est de les définir maintenant, pendant la séquence? Vous avez parlé de réunir une centaine d'experts. Est-ce que c'est de citoyens experts que vous allez faire ce programme et définir il est fait. Il est fait. On a environ une centaine, 150 citoyens experts qui ont été consultés, tous âges, tous bords politiques, des gens de droite, de gauche, des jeunes, en général, à la retraite, etc. L'idée, c'était des petits groupes où on dit, bon, de votre expérience, vous êtes usagers, vous êtes praticiens, vous êtes experts, vous êtes citoyens, qu'est-ce que vous pensez qui devrait être fait différemment dans tel ou tel sujet, le sujet de la sécurité, le sujet de l'énergie, etc. Les idées sont remontées, on a beaucoup lu, beaucoup de rapports, parce qu'en fait, beaucoup de choses sont mises sur la table depuis très 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 longtemps. En fait. Des choses très intelligentes ont été faites par le Conseil d'État, par la Cour des comptes, par France Stratégie, etc. Mais ce n'est pas fait, d'où le non agissant. Donc qu'est-ce qu'on peut faire véritablement à court terme, à moyen terme, à long terme pour qu'on résolve les problèmes? L'accès à une énergie propre, une transition écologique, mais ça va être plus cher. Alors on voit bien que l'énergie, qu'elle monte, c'est catastrophique pour les gens. Et la mauvaise nouvelle, c'est que la transition écologique, tout va être plus cher. Alors comment on fait cette transition? Sur la sécurité, les banlieues, moi je viens des banlieues, je vois bien le sujet, comment ça marche. On peut dire, on va mettre des policiers, on crée des places de prison. Moi j'ai fait un projet en prison pendant 2 mois à Meaux. J'étais avec des délinquants. Ils rigolent. Ils rigolent, ils disent mais moi, de toute façon je vais y aller, je le sais très bien, je vais retrouver les copains, etc. C'est l'école de la récidive, c'est l'école du crime. La solution, elle n'est pas bonne. Non. Moralement, ça peut se satisfaire. On dit, je vais mettre des prisons, on va mettre des gens en prison. Mais en pratique, ça ne marche pas. Il va falloir aller sur d'autres registres. Donc nous, on propose par exemple la légalisation du cannabis, non pas parce que je trouve ça moralement souhaitable, mais je trouve que ça peut être une solution efficace à la petite délinquance des quartiers qui sont infectés par ça. Et c'est pas pousser au-delà que je mette des échoppes d'État. C'est ces gens qui sont dans le trafic de drogue, cannabis, aujourd'hui, on en fait des entrepreneurs. Moralement, je vais me faire attaquer en disant mais vous n'y pensez pas et tout. Mais qu'est-ce qu'on veut comme objectif? La sécurité des quartiers, que les enfants retournent à l'école, que les gens honnêtes de ces quartiers-là puissent vivre normalement. C'est ça qu'on veut. Alors si c'est ça qu'on veut, essayons ça. On ne sera pas les premiers à le faire. Ça a été fait au Québec, ça a été fait dans certains États américains. Ils ont essuyé les plâtres. Essayons ça. Mais on voit bien sur ce sujet, on l'a pas mal traité sur Purpose, notamment avec Caroline Jambier, qui fait partie du groupe de parlementaires transpartisans qui ont fait le rapport sur le cannabis. Je l'ai lu. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit ça. Mais qu'est-ce qu'on voit finalement, ce que vous disiez tout à l'heure, qu'on entend beaucoup de politiques favorables, de plus en plus, mais que le groupe de gestionnaires dont vous parliez tout à l'heure, eux, sont totalement opposés. Ceux qui dirigent le pays alternativement depuis 30 ans, là-dessus, une position dogmatique, et commence à se dire, là-dessus, on n'avancera pas. On a une droitisation de la société aujourd'hui. Je pense que la droite, à la base, ne serait pas favorable, il verrait une sorte de dérive morale, etc. Donc le personnel politique voulant être élu, ils ne veulent pas changer le pays, ils veulent être élus. Oui, c'est ça. Donc ils vont proposer des choses qui vont plaire à leur électorat. Moi je pense que même l'électorat de droite peut tout à fait comprendre que oui, il y a une situation d'échec sur ça. On peut tourner le problème dans tous les sens. Oui. Ça ne marche pas. Oui. Ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et c'est pas en mettant plus de policiers et plus de prisons qu'on va aller au cœur du problème. Donc il faut qu'on fasse une autre expérience. Et on va le faire d'une certaine manière. Et ensuite on verra, on fera le bilan. On est très mauvais aussi, on fait des réformes, on ne fait pas le bilan, on fait une autre réforme, pas le bilan. Il faut qu'on essaye de le faire pour voir si ça peut marcher. Sur la façon dont vous avez élaboré donc, le programme, vous disiez tout à l'heure une centaine de citoyens, de le faire de façon participative. Alors, je ne peux pas ne pas passer à côté de cette question, puisque nous, ce qu'on fait, c'est du participatif en numérique. Pourquoi ne l'avoir limité donc, à 100 personnes et ne pas avoir utilisé, vous le disiez tout à l'heure, on parlait de l'intérêt que peut représenter le numérique, ne pas avoir utilisé le numérique pour aller au-delà de 100 et pouvoir vous adresser non pas à des personnes sélectionnées, mais à toutes celles susceptibles de vouloir contribuer. Alors c'est en ça que nous, on appelle ça un programme vivant. C'est-à-dire que moi, dans mes conversations avec les gens, je trouve ça assez
productif d'arriver en disant, ça fait partie aussi de la sociocratie, des méthodes de débat, c'est d'arriver avec une proposition. Dire, voilà, nous on a bien réfléchi, on propose ça, on a d'ailleurs plein de documentation, si vous voulez vous renseigner sur le sujet, ils sont là. On propose ça, maintenant ouvrons au débat. Plutôt que de dire, la sécurité, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc nous on fait ça, on a fait une première étape qui est de bien réfléchir, de consulter des gens pour avoir des propositions à faire. Et nous, notre souhait désormais, c'est de les mettre au débat. Ça, Évidemment, c'est de les mettre au débat Alors, sur des plateformes numériques, mais je trouve ça plus productif d'arriver en disant nous on a tourné le problème comme ci comme ça et on propose ça et ensuite améliorer ou laisser tomber ou changer mais à partir de quelque chose de construit plutôt de partir de rien. Absolument. Ça c'est mon hygiène intellectuelle qui m'a fait travailler comme ça. Alors moi, là pour le coup, entièrement d'accord avec vous. On a d'ailleurs une dizaine d'applications participatives, mais celle à laquelle je crois le plus, c'est celle qu'on appelle l'application de consultation, où pour nous, le décideur politique met sur la table un projet de décision. Exactement. En disant, si je ne vous avais pas consulté, je ferais ça. C'est ce qu'on avait d'ailleurs fait au tout début de notre aventure avec Axel Lemaire, dans le cadre de la co-construction de sa loi République numérique, où on avait mis les 40 articles du projet de loi avant son adoption au Conseil des ministres. Ce qui était d'ailleurs assez inédit, puisque réussir à ce qu'un Conseil des ministres rendre public un projet de loi qu'il n'avait pas adopté avait été relativement compliqué. C'est pas culturel, mais nous on mise sur l'intelligence des gens Bien en fait. sûr. Et quand j'étais présidente d'Action contre la faim, j'avais un conseil d'administration de 18-20 personnes. On était globalement vraiment pas d'accord sur plein de sujets. Normal. Il y a plusieurs manières de gérer ça. Oui. Ou bien on arrive en disant moi je veux faire ça, oui d'accord, j'ai bien pris, bon on va faire ça. Ça c'est typiquement franchement ce que j'ai rencontré dans l'appareil d'État souvent. C'est-à-dire que la décision elle est prise avant même et en fait on fait une fausse consultation. Encore que là ça va, puisque si vous avez donné à chacun la possibilité de s'exprimer et que vous expliquez vos arbitrages, il y a encore la version encore avant. Mais je où trouve vous ça un peu demandez l'avis. hypocrite quand même. Parce que je trouve ça même pire. On vous demande votre avis, mais en fait, on n'en tient pas compte. Ah, si on ne tient compte de l'avis de personne, effectivement. C'est insultant. Oui, c'est insultant. Je préfère qu'on me dise, bon, Oui. je consulte personne, c'est comme ça, au moins on sait, les choses sont claires. Le je consulte, mais je ne prends pas, à la fin du fin, je pense que c'est très frustrant pour les gens. Ah oui. Alors que si on se dit, bon, on le met, on va vraiment écouter, on va vraiment intégrer et on va vraiment modifier à la fin dans un esprit ouvert, franchement, 100% du temps, c'est un peu l'exercice de la NASA pour aller sur la Lune. Je sais pas si vous connaissez Oui. cet exercice Oui, oui. de base. Hein. Oui, Vous oui. mettez chacun, les gens, avec une liste des choses à amener sur la Lune. Chacun prend ceux qui pensent être le mieux. Seul, on arrive à un certain résultat. Collectivement, on On y arrive arrive à tous les toujours à coups. mieux. Absolument. Toujours à mieux. Absolument. Donc, quand on consulte, on peut dire, bon, bah là, on va modifier à la marge. Ou là, franchement, c'est vrai, on était à côté. C'est beaucoup mieux ce qui est proposé là. Et moi, j'étais réticente au départ, parce que moi, j'aime bien quand ça va vite et ouais, on a travaillé, c'est ça, il faut le faire. Et ben, j'ai beaucoup revu ça, que le bénéfice de cette consultation dans une écoute réelle et attentive, en fait, ça marche. C'est-à-dire qu'on a mieux, Oui. on a amélioré la proposition de base. Et ça permet aussi de régler en amont. Et en ce plus, qui devient des les gens conflits sont après. intégrés dedans, bien Donc sûr. effectivement, la perte de temps qu'on pressent au départ et qui est vrai, il est beaucoup plus rapide de demander à personne de Ah bah prendre la décision tout seul. Mais on se donne l'occasion d'identifier des désaccords, voire même des hostilités qui pourraient se cristalliser ensuite, perdre du temps pour en notamment gagner largement en après. manifestation, effectivement. Alors, vos ambitions dans cette campagne? Relever le niveau intellectuel de la campagne présidentielle, qu'on aborde d'autres sujets que l'immigration et le pass sanitaire, qu'on attaque, que vraiment ce prochain mandat soit celui où on travaille ensemble de front. Hein. Moi, je crois tout à fait au front. Il n'y a pas on va faire d'abord ci et d'abord ça. On a autant de chances d'arriver dans un effondrement de la planète que dans une troisième guerre mondiale, socialement. Donc il va falloir qu'on mène de front tout, l'écologie et le social. Absolument. La géopolitique, on voit bien, hein. Moi j'étais diplomate pendant 4 ans, c'est une diplomatie du rapport de force. Oui. On peut ne pas vouloir, Mhm. c'est telle qu'elle est. Donc C'est moi ça. je prône d'entrer dans une diplomatie du rapport de force, mais de le faire avec les Européens parce que notre force elle est là. Donc l'idée ce serait de dire, allez plus loin mesdames et messieurs les politiques, d'ailleurs je suis candidate pour ça, pour pousser à aller plus loin sur les propositions, avec des vrais diagnostics et aller parfois résoudre des problèmes qui datent depuis des décennies et qui ne sont pas abordés. Il faut du courage pour ça, je pense. Et pour ça, il faut une exigence intellectuelle et une honnêteté qu'aujourd'hui, j'ai du mal à trouver dans les propositions politiques actuelles. Donc nous, on veut peser dans le débat de ce point de vue-là et avec une parole que je vais essayer de porter pendant les prochains mois. Ok. Alors,
Une question qu'on a beaucoup dans le chat, et on est au Salon des maires de France. Est-ce que vous pensez obtenir les parrainages? Les fameux 500 parrainages. C'est à la fois, c'est marrant, c'est à la fois, ça a l'air simple et très compliqué. Simple parce qu'il y a 35 000 maires, à peu près 40 000 signatures potentielles à obtenir, et il n'y en a que 500. Tous les ans, 16 000 maires ne donnent pas de parrainage. Et je pense que ça va en plus crescendo, parce qu'il y a de plus en plus de maires qui disent « moi je ne veux même pas mettre le doigt là-dedans ». En plus, vu que les parrainages sont désormais tous publics, on peut comprendre qu'il y ait des réticences à donner son parrainage à droite à gauche, puisque le président de région qui aurait espéré qu'il donne ailleurs, tout ça n'est pas très très simple. Donc, c'est atteignable. Il y a plein de parrainages qui ne sont pas donnés. Donc ça, on peut se dire, mais oui. Là, je vois de l'appel ambitieux, facile à atteindre, tac 500. En tous les cas, possible. Enfin, mathématiquement, c'est pas comme si on pourrait avoir 90 candidats, j'ai compté. Mais le problème, c'est que je comprends les maires. Il y a quand même, ils sont un peu échaudés par ça, par l'étiquetage, désabusés comme beaucoup de gens, désintéressés aussi comme beaucoup de citoyens. Donc les maires restent aussi des reflets de la société telle qu'on l'a. Est-ce que je les aurais? Je ne sais pas. Est-ce que je les demande? Oui. Donc c'est l'occasion de le faire. Il y a plein de règles qui ne sont pas favorables aux petits candidats, bien évidemment. C'est comme ça. Mais on va y aller, puis on verra. Nous, ce qu'on va faire, on a décidé, dans toute transparence, de faire le décompte. Voilà, aujourd'hui, j'en ai un. J'en ai un. Obtenu sur le salon? J'en ai encore 499. Oui, bah. Non, il a été obtenu autrement, mais peut-être par quelqu'un que vous connaissiez. Non, je suis personne. Non, alors, totalement improbable. J'ai quelqu'un qui me suit sur LinkedIn en Nouvelle-Calédonie et qui me dit c'est formidable, je vais aller voir dans mon coin Insta. Et donc on verra au fur et à mesure comment ça se déroule. Pour moi, ce serait une occasion d'avoir une plateforme pour porter des idées et avoir une exigence face à ce personnel politique existant qui aujourd'hui font de l'inflation de mesures, enfin des fois c'est lunaire ce qu'on entend. On va licencier 150 000 fonctionnaires, 200 000 fonctionnaires, 600 000 fonctionnaires, on va créer tant de milliers de places de prison. Mais les gars, on veut résoudre quoi comme problème? C'est ça. Je suis perdue dans tous ces chiffres. Moi, je pense que l'histoire des fonctionnaires, il faut rendre l'État efficace. Nous, on prône l'efficacité de l'État. D'ailleurs, il y a un opole au gouvernement, il s'appelle comme ça. Après, on verra si on a trop de fonctionnaires, li ou là. Mais c'est pas en faisant des coupes comme ça que l'obsession, de toute façon, des personnels politiques, c'est résoudre la dette. C'est une approche financière. Il faut résoudre le budget, il faut réduire le budget, équilibre budgétaire et la dette. Oui, enfin bon, avec la crise des subprimes plus la crise du Covid, je pense que la doxa sur la maîtrise de la dette, elle s'est envolée. Déjà, il faudrait quand même qu'on aille voir les Européens pour leur expliquer qu'il y a la bonne et la mauvaise dette. Il y a la dette d'investissement et la dette de dépenses. Oui. Ça, il faudrait une nouvelle règle là-dessus. Oui, mais il faut envoyer des politiques dans le monde de l'entreprise un petit peu. Ou alors les envoyer pour la première fois. Oui, pour la première, c'est ça qui découvre un peu le monde de l'entreprise. C'est sûr qu'un entrepreneur, franchement, il sait très bien à la fin du mois si sa boîte elle va vivre ou pas vivre. Et il est à risque qu'elle ne vive pas. Le problème des finances publiques, c'est qu'il n'y a jamais ce risque. Ah non? Donc du coup, on peut toujours reporter, on peut toujours ne pas faire, puisqu'on n'a pas le risque de mourir. Alors que le chef d'entreprise, c'est très bien. Oui. Ah oui, la trésorerie. Je l'ai pas, j'ai les vends. Ça, c'est la vie des vrais gens, de tous les artisans qui font leur compte de fin de mois. Et de la vie de tout à chacun, qui à la fin du mois voit bien s'il est dans le rouge, s'il s'approche de la limite de découvert autorisée. Ils ont des objectifs, ils ont des résultats, et ensuite ils ont des indicateurs, ça marche ou ça marche pas. Moi, je viens de ce monde-là. Moi, j'aime bien les chiffres de ce point de vue-là. Ils parlent. Mais ils parlent quand on sait les utiliser. Mais quand on a l'infini pour faire quelque chose, qu'on ne rembourse jamais une dette et que rien n'est grave et que voilà. C'est d'autant plus paradoxal, je trouve, que quand on a des moyens infinis et d'avoir des résultats si mauvais, c'est quand même une belle performance. Oui, c'est pas mal. Faut le dire. Et c'est parce qu'il n'y a pas cette mentalité d'orienter vers des résultats tout à fait mesurables, avec un calendrier, une échéance, etc. Il y a beaucoup de politiques qui sont élus pour 5 ans ou même dans d'autres mandats. Et ils sont intéressés par cette durée de vie. Parfois, il y a des choses qui sont plus longues. Et il y a du courage à avoir dont on ne va pas avoir les bénéfices. Et ça, c'est extrêmement frustrant, mais c'est pourtant ça qu'il faut faire. C'est de prendre, par exemple, un changement de situation nationale. Si je suis un jour présidente de la République, les 5 premières années, ça va être du gros défrichage. Ça va être de dire pendant 2 ans, il y a les parents, les profs, les élèves, et on regarde ce qui s'est fait à l'extérieur et on choisit les pédagogies qu'on veut appliquer. Il y aura 2 ans, on va expérimenter. 1 an, on va répartir. Enfin, rien, les résultats au bout de 5 ans.
Ce sera, en fait, on aura une maison qui ne tient pas très très bien. On arrive, on enlève tout. Enfin, c'est comme quand les gens font des travaux dans la maison. Il y a un moment de gros bordel. Oui, ça. C'était pas bien, il y a un moment de grosses destructions, puis après ça devient bien. En fait, il faut assumer le fait que quand on change quelque chose de manière profonde, il y aura un moment où on va regarder des débris partout, mais c'est pour reconstruire. Ah oui, un diagnostic qui semble effectivement indispensable. Donc voilà. Et des idées comme ça, on en a, Il y en a plein. On en a plein. Moi, ce que je vous propose, parce que je sais que votre temps est contraint aujourd'hui, tous les mardis, je fais une émission qui s'appelle Apérocratie, où je reçois donc des personnalités politiques, mais aussi des candidats. Si vous avez un mardi durant la campagne de disponible, souhaitez bien discuter avec la communauté de façon plus approfondie pour regarder un peu le détail des propositions, ça sera avec plaisir. Franchement, j'accepte et on trouvera le moment de prendre cet apéro. Voilà. Alors je précise que pendant ce temps d'apéro, il y a un petit défi Mario Kart. Donc il faudra vous entraîner sur Mario Kart. J'ai 3 enfants, voilà. je suis très nulle. Mais c'est pas grave. Mais je prends beaucoup de plaisir. C'est l'essentiel. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi le live et je vous dis à tout à l'heure pour continuer ces échanges. Merci. Bon.